conditions de la vue en régime naturaliste, l'écologie des musées. Alors, quel est ce problème? Si vous vous rappelez ce que je disais en introduction pour présenter très maladroitement et incomplètement les formes du visible, eh bien, je rappelais comment il faut prendre ceci comme un projet, le projet d'une anthropologie générale, du schématisme ontologique des images. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, eh bien, dans cette anthropologie-là, il n'est pas inutile de comprendre comment le public d'une époque voyait une œuvre, mais cette approche, si elle est utile en termes d'histoire de l'art ou d'ethnographie, eh bien, n'est fondée sur aucune anthropologie générale telle que souhaite la fonder Philippe Descola. Et dans cette anthropologie générale, qui repose sur l'idée d'un gabarit mental, fondé sur un schématisme ontologique, et qui mobilise une praxéologie des images qui agissent sur le spectateur. Autrement dit, pour le dire simplement, dans cette anthropologie générale, on peut dire que l'expérience du regard est tout entière contenue dans les formes de la figuration. Et que même si cette expérience du regard est liée à des conditions historiquement fondées, eh bien, les circonstances de la production d'une image ne sont que les échos superficiels d'un étage plus profond ontologique. Ou pour le dire encore plus simplement, s'il n'est pas inutile de comprendre, par exemple, à travers les travaux de Svetlana Alpers que Philippe Descola mobilise, comment l'atelier des artistes du siècle d'or hollandais eh bien, est influencé par l'art de l'optique, la cartographie, eh bien, ces éléments ne viennent en réalité que confirmer ou appuyer ce qui est saisi par l'anthropologie générale et ne sont pas capables eux seuls de déployer une théorie d'ensemble. Autrement dit, rien ne sert de développer longuement les circonstances historiques de la production des images et de l'expérience du regard. L'anthropologue se situe à un autre niveau, même s'il mobilise ce matériau dans son argumentation, un niveau plus fondamental que celui de l'historien. Cependant, et c'est ce que je voudrais questionner, les formes du visible introduisent un troisième terme aux deux premiers que je viens de mentionner. Il y a la production des images, il y a ensuite l'expérience du regard, qui est fondue avec la première. Et enfin, il y a l'usage d'une image. Or, si l'usage de l'image est abondamment commenté pour le régime animiste, totémiste et analogique, eh bien, l'usage de l'image disparaît assez rapidement dans le cas de l'Occident contemporain. La raison est assez évidente. L'Occident contemporain se caractérisant par une pauvreté extrême des rites, même s'il ne l'a pas toujours été ainsi, comme nous l'a rappelé brillamment Jérémy Köring. Mais la voie que je voudrais suivre est la suivante. Peut-on lire les formes du visible comme une invitation à analyser les usages de l'œuvre d'art en régime naturaliste? C'est d'ailleurs ce qu'a fait Arnaud, qui conclut d'ailleurs sur l'absence de musée dans le projet, dans le projet de Duchamp. Et c'est aussi ce à quoi invite, à mon sens, la critique des théories de l'iconicité par Philippe Descola, eh bien parce que c'est l'interprétation de l'œuvre d'art comme signe iconique qui a invisibilisé les usages de celle-ci. Et je me réfère à un passage lumineux, juste une phrase dans le livre de Svetlana Alpers qui s'appelle « Tuilage », dans lequel elle revient sous tout son parcours d'historienne de l'art, et elle dit cette phrase étonnante: « En quel sens la recherche sur les circonstances de la vue pouvait-elle me distraire de l'expérience du regard et de l'attention qu'elle exigeait ?» Roof Life, Tuilage nomme cette situation. Donc elle reconnaît comment, comme historienne de l'art, elle s'est toujours préoccupée de l'expérience du regard sans s'interroger sur les circonstances de la vue. Ces circonstances de la vue, c'est ce que j'appelle l'écologie des musées, à partir d'un petit livre qui est achevé et qui consiste en une après-midi en histoire environnementale au musée du Louvre, reprenant des visites que j'avais pris l'habitude de faire avec les étudiants que j'avais à Sciences Po, et à partir de 2009, pendant 10 ans, eh bien, j'ai fait ces visites de 3 heures au sein du Louvre pour essayer de poser un regard en histoire environnementale. Et cette question, je la posais à travers 3 registres: correspondance, exposition, reproduction. Correspondance, je retournerai en arrière à Par-delà nature et culture,
À part de la nature et culture, eh bien, dans Part de la nature et culture, vous avez cette image qui est très importante, qui est la seule image des 600 pages du livre. C'est une image qui joue un rôle heuristique. Je renvoie aux pages de Philippe Descola, puisque ce paysage montagneux avec un dessinateur de Roland Savary, de 1606, eh bien, montre cette dimension paradoxale du naturalisme, puisqu'il faut un regard subjectif qui produit un objet comme détaché de celui qui l'a produit et dont les bords bien nets donnent l'apparence d'une image stabilisée du monde qui de ce fait peut être appropriée et manipulée et qui est la clé de la possibilité pour les humains en régime naturaliste de maîtriser ce qui les environne. Or, si l'on revient aux formes du visible, Philippe Descola explique comment le naturalisme est caractérisé parce qu'il met l'accent sur l'identité reconnaissable tout à la fois de l'artiste, de l'œuvre figurative, de l'objet dépeint et du destinataire de l'image. Ce qui définit le premier usage que je voudrais examiner aujourd'hui. C'est-à-dire être en régime naturaliste, c'est une certaine manière de tisser des correspondances entre les œuvres qui est distincte de celle des autres ontologies. Ce réseau de correspondance n'est pas tout à fait stabilisé. Au départ, il est centré plutôt sur les destinataires de l'image. Dans le cas d'un portrait commandé, Robert Campin, dans Les Formes du visible, dans le cas d'une image de dévotion, dans le cas de la fresque du bon gouvernement. Mais rapidement, le régime naturaliste s'organise autour de l'artiste, tandis que l'objet dépeint lui-même est d'un intérêt secondaire. Et Philippe Descola le dit en disant que, si l'on prenait le cas d'une raie, en remarquant qu'il y a une raie dans une nature morte de Chardin, dans un tatouage polynésien et dans le motif d'un masque amazonien, on n'en tirerait aucun élément de compréhension. En revanche, dans le naturalisme, cet usage très particulier fait qu'en régime naturaliste, on ne voit jamais une image seule, mais toujours dans un réseau de correspondances différent de celui des autres ontologies. Celui des autres ontologies est plutôt marqué par l'homologie, une série de masques servant au même rituel. Tandis qu'en revanche, les naturalistes voient des œuvres singulières qui correspondent entre elles à travers la personne de l'artiste qui les a produites. Ceci est au fondement de deux éléments caractéristiques du naturalisme qui apparaissent l'un dès ses débuts, faire collection d'œuvres d'art, et l'autre, dès la fin du XVIIIe siècle, créer des musées. Pour s'expliciter cet usage particulier, je commenterai cette image, ce dessin de Roland Savary, en faisant remarquer que si on fait ce petit exercice de correspondance, qui fait que l'on voit toujours une œuvre, non jamais seule, mais telle qu'elle a été produite par un artiste qui a produit d'autres œuvres, on pensera immédiatement que pour les contemporains, pour les contemporains, Savary évoquait ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire non pas dessinateur de vue des Alpes, même s'il en a réalisé, mais quelqu'un qui était célèbre pour ses fameux dessins et peintures de dodo, réalisés entre 1611 et 1727. Ces peintures, on les connaît bien. Ce sont celles qui ont fixé dans le répertoire iconographique l'image d'un oiseau aux rondeurs sympathiques et gauches, dont on connaît la postérité, jusqu'à Alice au pays des merveilles. Oiseau aux rondeurs sympathiques et gauches, dont les contours ont été désenchantés par les travaux récents des biologistes. On sait que Roland Savary a peint en réalité un dodo obèse de captivité, ramené en Europe et observé directement à la cour de Prague, alors que l'original en liberté était légèrement plus svelte, sans être pour autant sans être pour autant capable de voler plus de quelques mètres. On pourrait continuer à l'infini cette cascade en renvoyant à la disparition de cette première disparition d'espèces endémiques qui se joue à l'île Maurice avec le dodo entre 1640 et 1560. On pourrait remarquer que cependant pour Savary, comme l'ensemble de ses contemporains, lorsqu'il réalise ses peintures, il ne pense pas que le dodo s'est éteint, parce que pour lui, il est inconcevable qu'une composante de la création puisse disparaître du fait des hommes et non de Dieu. Et Savary, comme ses contemporains, voyait la disparition du dodo à l'île Maurice au temps des Hollandais, soit comme un élément de son refuge dans des endroits inaccessibles. Il y a des rumeurs régulières d'esclaves marrons en fuite qui auraient vu des dodos, soit comme un oiseau mythique qui n'aurait jamais vraiment existé. Et il faudra attendre Cuvier, les années 1830, pour établir un nouveau concept, celui des extinctions d'espèces, qui vient basculer quelque chose qui était en germe
et que je pourrais continuer à l'infini. On pourrait même parler de Valentin de Bomard dans quelques années avant Cuvier et ses passages sur le dodo qu'il appelle un cygne encapuchonné et qu'il met en relation avec une espèce d'oiseau endémique de Madagascar. Ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, ce que je suggère, c'est que les naturalistes ont un usage des images qui, même s'il n'exclut pas l'actualisation d'une puissance d'agir, se caractérise par une certaine manière d'habiter les images. C'est-à-dire être naturaliste, c'est voir avec d'autres dans leurs images, par une cascade de correspondances qui se déploie diachroniquement, et dont je vous ai fait une sorte de petit feuilletage. C'est du reste ce que nous faisons dans les musées, ce que nous apprenons à faire très tôt, d'une manière qui relève soit d'une simple sociologie, ou parfois d'une forme plus ritualisée, celle par exemple de Claude Lévi-Strauss que son père emmenait au Louvre tous les dimanches. Or, ces œuvres ont une deuxième caractéristique qui définit leur usage, c'est qu'elles ont comme caractéristique d'être exposées. Et là, je reviens à cette image qui joue un rôle très important à la fois dans la fabrique des images et dans les formes du visible, qui est la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck. Les naturalistes n'ont pas le privilège de l'exposition des œuvres. Dans les autres régimes, elles sont exhibées lors des cérémonies. Certains animistes ont même des usages qui ressortent du blason, et je renvoie là aux pages 263-294 des formes du visible, où l'on voit des ethnies ériger des images sur un mât héraldique, en célébration de la mémoire d'un chef décédé, peindre l'image sur le fronton d'une maison pour exprimer les prétentions sur un territoire. Néanmoins, il se trouve que seuls les naturalistes se sont mis à exposer les œuvres dans des palais puis dans des musées. Et je vous renvoie au grand film Les statues meurent aussi, sur ce mouvement. Et même si aujourd'hui cet usage est diffusé très largement au-delà du naturalisme, ce qui ne va pas sans friction. Or, ce type d'exposition a comme particularité de se déployer dans un lieu qui est différent de celui de la production de l'image. Et d'ailleurs, en régime naturaliste, exposition et circulation sont liées. Rappelons que la peinture à l'huile, dont on a analysé les images, naît presque en même temps que l'imprimerie, et qu'elle naît aussi comme une explosion de la circulation des œuvres, puisque la peinture à l'huile permet de rouler la toile et de la faire circuler de manière beaucoup plus forte que lorsqu'elle était sur un support en bois. Les œuvres circulent dans les autres ontologies, bien sûr, mais sous une forme restreinte, celle de l'échange ritualisé entre groupes. Cette entrée en matière me permet de venir à cette image, la Vierge au chancelier Rollin, qui a été produite initialement pour un lieu bien particulier, la chapelle de l'église Notre-Dame du Châtel d'Autun, et que l'on peut contempler au Louvre depuis 1800, quelques années après les saisies révolutionnaires de 1796. Dans la fabrique des images, Philippe Descola fait de ce tableau le plus bel exemple de ce monde objectif propre au naturalisme, puisque vous avez à l'arrière le dispositif de la fenêtre flamande qui isole un paysage à l'arrière-plan à l'intérieur d'un cadre, et que la nature est objectivée sous la forme d'un espace infini qui se prolonge au-delà du cadre, une reste extensa. Dans cette image aussi, malgré la contiguïté physique des corps, humains et non humains, seul le personnage au premier plan, le chancelier Rollin, est doté du privilège de l'intériorité. Et il y a là une matrice de ce que Philippe Descola appelle la tendresse pour un réel sang sacré qui se développe dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Dans les formes du visible, 10 ans plus tard, une série de déplacements subtils et presque invisibles qu'il faudrait suivre ligne à ligne. Je vais manquer de temps pour ceci, donc je les signale juste, et qui montrent des petits infléchissements dans l'interprétation. D'abord, le titre du tableau change. Ce n'est plus la Vierge du chancelier Rollin, ce n'est plus la Vierge au chancelier Rollin, c'est la Vierge du chancelier Rollin. Ce choix n'est pas le plus usité, ni au musée du Louvre, ni chez les historiens de l'art, même s'ils se rencontrent. Et ce passage du déterminant au à du, est essentiel parce que ça appuie l'argumentation, l'argument qui consiste à dire que la Vierge, dans ce tableau, semble surgir de l'esprit du chancelier en prière, que finalement l'ensemble du tableau s'unifie comme une image mentale produite par le peintre, le sacré étant rejeté dans la transcendance, tandis que l'immanence s'affirme. Le deuxième déplacement est un peu plus difficile à repérer. C'est la façon dont la fenêtre flamande, que l'on voit à travers l'architecture de la loggia, joue un rôle plus secondaire dans les formes du visible que dans la fabrique des images. Pourquoi ? Parce que
Philippe Descola fait remarquer qu'il y a dans cette image non pas une perspective mathématique parfaite, mais une multiplication des images à l'infini, à l'intérieur de l'image finie, parce qu'il y a plusieurs points de fuite. Autrement dit, il y a cette cascade. Voilà. Et surtout, on passe d'un terme qui était par-delà la nature et les cultures, qui était celui des liens de contiguïté entre les êtres et les choses, à un nouveau terme qui est celui d'une continuité sans limite. Donc un léger déplacement, qui va dans le sens de cette dilatation à l'infini comme image mentale du monde. Enfin, la troisième différence, c'est dans la place du temps. Il y apparaît un nouvel argument dans les formes du visible. C'est la façon dont le traitement de la lumière par Van Eyck a pour effet de déréaliser ce qui est dépeint tout en l'unifiant, d'abolir l'écoulement du temps. Et c'est cette abolition qui permet de dilater l'espace et d'unifier les plans sans césure. Alors comme je ne suis qu'historien, même pas historien de l'art, eh bien je vais toujours dans les archives, et c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Je suis allé au département des peintures, où il y a les documents, la documentation qui est réunie pour les conservateurs et qui l'utilisent pour les expositions. Et dans le dossier concernant ce tableau, il y a des lettres de lecteurs qui ne portent que sur la période 1997 et 2003 et qui donnent l'exemple de la réaction des spectateurs en régime naturaliste. Ils portent toutes sur la même chose. Et une chose qui est jugée suffisamment importante pour qu'il y ait à chaque fois une réponse personnelle au plaignant par le conservateur général responsable du département des peintures du musée du Louvre, Jacques Foucard, Jean-Pierre Cuzin ensuite. Et tout ceci porte sur le même point, le défaut d'éclairage de visibilité. Monsieur D de Versailles écrit « Je ne le reconnus pas et demandai au gardien si c'était le même tableau. » Oui, me répondit-il, mais attendez jusqu'à 14 heures l'allumage d'un tube luminescent placé, je crois, au haut du chevalet. Monsieur P de Paris 6e avouait avoir été quelque peu choqué de ces sinistres conditions, car la peinture est très mal éclairée et la ville qui la protège était très sale le jour de ma visite. Madame A de Paris 4e demande comment le conservateur responsable de la présentation d'un tel chef-d'œuvre accepte-t-il de le noyer dans cette lumière blafarde. Monsieur G de Paris se plaint d'une lumière insuffisante. Monsieur C de Paris 20e s'interroge. Est-ce un souci d'économie? Doit-on venir avec une lampe de poche? Madame P de M de Paris renchérit. Où se trouve la lumière? Est-ce une restriction budgétaire? Monsieur P porte rageusement en lettres capitales Musées nationaux, point d'exclamation. Foucard répond longuement, c'est un problème d'éclairage génital, de lumière diurne, on a convoqué l'entreprise, elle va changer les ampoules, on va passer à un autre type de néon, etc. En fait, en réalité, ça dit quelque chose de très fondamental. Quel est le problème? C'est que le tableau qui est accroché au Louvre nous dit la difficulté à s'ajuster au monde et l'effort incessant pour essayer d'aligner les regards sans y parvenir entièrement. Ce tableau a été peint pour la chapelle de l'église Saint-Sébastien d'Autun, pour une chapelle où la lumière entrait par l'est, et même pour un moment précis, pour le moment de la lumière des matines, et même pas de n'importe quelle matine, c'était celle des grands personnages de l'époque qui avaient reçu une dispense pour célébrer l'office à l'aube, alors que le droit canon l'interdisait avant terce, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures. Un historien de l'art, Lorenz, a retrouvé dans les archives pontificales, archives secrètes du Vatican, registre 365 folio 17, un document de 1434 qui atteste que Rollin avait obtenu pour cette chapelle et ce tableau l'autorisation de célébrer la messe des matines à ce moment de l'aube. Et c'est du reste ce moment de l'aube qui est présent dans le tableau, puisqu'on lit sur le manteau de la Vierge les éléments de l'hymne Quem Terra de l'office de la Vierge. Et d'ailleurs que la lune est toujours visible dans le ciel au-dessus de la tête du chancelier. En fait, ces lettres nous montrent que la question est la suivante, c'est qu'aucun spectateur du Louvre ne voit jamais la Vierge au chancelier Rollin, éclairée à l'aube par la lumière qui entrait dans la chapelle Notre-Dame du Châtel à Autun. Il est donc condamné à rester spectateur et à tenter de l'extérieur d'adopter son regard et de composer des plans dont la totalité n'existe que dans sa mémoire, recomposant les différentes perceptions dans une infinie représentation-reproduction. Et j'en arrive à mon troisième point, sur lequel je vais passer rapidement. Le dernier usage qui caractérise le naturalisme et qui apparaît très tôt, c'est la reproduction des images. Ça apporte trois dimensions. La première, c'est celui de la technique. Et là, on pourrait expliquer comment ce n'est pas un hasard si le régime naturaliste développe un art qu'il n'a pas inventé, celui de l'estampe, et qu'il se met en place en même temps que le surgissement du naturalisme. Qu'est-ce que c'est l'estampe?
c'est un objet d'art qui voyage seul et que chacun peut s'approprier par la reproduction de l'image. Ces images, eh bien, cette technique, elles mettent en place une distance entre la matrice et l'épreuve, dont on voit ici les écarts à travers cette série de gravures du fameux triomphe de Galatée de Raphaël. À travers chacune de ces reproductions s'installent des écarts qui d'ailleurs, je crois, ne disparaissent pas avec l'usage récent de la fréquentation numérique des œuvres, parce que celle-ci, loin d'installer une vision parfaite, introduit des lumières et des focales inaccessibles par la vue directe du spectateur, nous montrant une vierge chancelier Rollin qu'aucun spectateur du Louvre ne peut voir, même avec une loupe. Le deuxième point, c'est celui de la patine, qui accentue aussi les écarts entre l'œuvre exposée et l'œuvre reproduite. Et là aussi, il suffit d'ouvrir les dossiers, par exemple du Centre de documentation du département des sculptures du Louvre, pour voir des débats incessants entre éliminer les dépôts halogènes sur les sculptures et conserver la patine ou couche de corrosion sous-jacente. Et bien évidemment, la reproduction rend ceci difficile, puisqu'elle rend difficile de rendre visible. Il y a un écart dans cette séparation entre un mauvais et un bon environnement, entre une pathologie et un surcroît de valeur. Tous les historiens de l'art connaissent cette question, mais ne la pensent pas, la pensent en termes de conservation, en termes anthropologiques. Alors que cette lisière incertaine, qui a une histoire longue et qui jamais jouée d'avance, est tout à fait essentielle. Et d'ailleurs, on pourrait montrer comment ce concept de patine a été transféré aux œuvres de l'art africain avec une autre dimension, celle d'une patine grumeleuse qui ressort d'un usage sacrificiel et un sens des rapports différents au temps. On pourrait montrer comment ceci est intimement lié à la naissance des musées, puisque le mot patine est transféré de l'italien en français au XVIIIe siècle, mais je n'ai pas le temps. Je voudrais venir sur un dernier aspect, très bref, mais qui s'éclaire à travers ceci, c'est que c'est la question du bon point de vue. Quel est le bon point de vue pour regarder une œuvre? C'est une question lancinante dans le régime naturaliste, que l'on peut illustrer par cet article du grand historien de l'art Wölfflin, à partir d'une question très technique, où il s'interroge comment photographier les sculptures. Et il compare les photographies de sculptures d'œuvres très connues, le bas-relief du Tondo de la Madone par Antonio Rossellini et le David de Verrocchio, en montrant comment les reproductions photographiques en circulation sont fausses. Je prendrai juste un exemple, l'image du haut qu'il critique. Il montre que c'est un éclairage retenu par le musée qui est faux et qui fait apparaître des formes ciselées de manière inquiétante, alors que l'éclairage du bas, qu'il produit lui-même et qu'il retient, laisse la place au calme et à la clarté d'une composition, dont le milieu, au lieu d'être vide, est désormais rempli par l'ombre de la tête de la femme. Et il fait la même démonstration à partir du David, dont la reproduction est fausse, mais je n'ai pas le temps de développer ça. Et je viendrai à ma conclusion pour devenir sur deux enjeux de ce rapide parcours. La première chose, c'est que l'on pourrait dire que mon argumentation peut sembler prendre à rebousse-poil l'argumentaire des formes du visible. En réalité, elle ne fait qu'appliquer au naturalisme le principe général qui est défini page 82 et qui a été cité par Frédéric. Les naturalistes ont des usages, des lieux où leur régime se déploie, des réseaux, une puissance d'agir, et ces lieux, ce sont avant tout les musées. Et en somme, j'ai proposé de lire les formes du visible comme une critique radicale du naturalisme qui permet de lui redonner son chatoiement, recouvert par la routine de la socialisation de l'art et de la tradition. Et donc cet appel à rouvrir les dossiers de l'histoire de l'art, mais aussi de l'histoire des lieux de l'art. Et enfin, le deuxième élément en conclusion, c'est que je proposerai de prolonger cette lecture latérale en m'appuyant sur un autre concept central des formes du visible, celui de point de vue, qui joue un rôle très important, puisqu'il est appliqué de manière positive aux trois ontologies non naturalistes, en montrant que celles-ci ont la capacité à multiplier et à commuter les points de vue pour produire des images, tandis que le naturalisme s'enferme dans un point de vue fondé sur l'observation unique. Et je voudrais faire l'hypothèse que la multiplicité du naturalisme n'est pas dans le point de vue qui produit l'œuvre, mais dans le point de vue qui est porté sur l'œuvre produite par l'artiste, qui n'est pas à l'intérieur de l'image, mais dans la relation instable entre l'œuvre et le spectateur, ce que j'appellerais le point de vue désajusté. La condition figurative des naturalistes, c'est le désajustement. C'est d'être un anthropos clivé entre un usage des images qui relève
de la possessivité du monde et un usage des images qui relève de l'art des correspondances. C'est en somme être dans l'histoire pour les meilleurs et pour le pire, et une certaine conscience de s'offrir à l'histoire. Et c'est, je crois, une proposition peut-être pour revenir sur les discussions que nous avons eues, en faisant peut-être, en réincorporant, en faisant peut-être avec prudence ce thème qui a surgi de la singularité d'un artiste créateur qui aurait la liberté de s'affranchir du naturalisme, et peut-être le contrebalancer par la possibilité d'une perspective plus anthropologique, à l'intérieur même du naturalisme, fondée sur ce point de vue désajusté. Je vous remercie.